Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du Giro. Ce soir on se retrouve pour parler du Giro, pour faire le débrief de cette étape numéro 13. Étape numéro 13 qui était une étape, comme on dit, de transition. Avant cette troisième semaine, surtout déjà ça a commencé samedi avec une étape très compliquée. Ça n'a pas été hyper passionnant, le résumé va être assez court de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, ne vous faites pas avoir par YouTube. N'hésitez pas également donc à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce sprint. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis on commence étape de sprint, étape où j'avais peur qu'on ait un sprint beaucoup plus nerveux que ce qu'on a eu. Il était un peu nerveux, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus dangereux que ça, et ça s'est plutôt bien passé, peut-être aussi parce qu'on a un peu moins de sprinters quand même. Caleb Ewan notamment est parti, Tim Merlier aussi, donc ça fait qu'on a un peu moins de monde. Donc c'était une étape assez ennuyante. Moi j'ai regardé, pour tout vous dire, j'ai vu 35 km de course, et pourtant en 35 km j'ai réussi à me faire chier un moment. C'est terrible, c'est des journées où il se passe pas grand chose. Moi autant sur les étapes de montagne, même quand les étapes sont calmes, j'arrive à me passionner, autant sur certaines étapes de sprint, vraiment je passe un très mauvais moment. Et aujourd'hui c'était pas dingue, parce que vraiment en 35 km je me suis ennuyé, ce qui est quand même assez incroyable. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on va commencer par Elia Viviani qui s'est fait manger encore une fois dans le final, et ça commence à se répéter un peu trop à mon goût, ce qui se passe avec Viviani. Il se fait alors en fait Cofidis est bien placé vers 1 km 500 de l'arrivée, et puis vous avez Jumbo qui fait une vague, et à partir de ce moment là Consoni et Viviani ne vont plus du tout s'en sortir jusqu'à l'arrivée, et Viviani est enfermé au moins 2 ou 3 fois sur les 600 derniers mètres, donc là vous pouvez rien faire dans ce genre de situation. Mais là, il y avait le temps quand même aujourd'hui de rétablir la situation, même encore 1 km 500 de l'arrivée. Et il n'a pas réussi à le faire. Et après, quand tu te retrouves en deuxième rideau, forcément, tu peux te faire enfermer, tu peux te faire bloquer le long des barrières, ce qui lui est arrivé 2 fois, je crois. Mais il a eu un sprint, il n'a pas pu faire de sprint, il finit 9e, mais il n'a quasiment pas sprinté. Ce qui est frustrant, c'est qu'on voit que les jambes sont là. Mais depuis le début de ce Giro, mais le train n'est pas bien en place. Encore une fois, il manque du monde dans le dernier kilomètre. C'est bien d'être présent. On a vu Beraam, par exemple, accélérer le rythme à 20 bornes de l'arrivée. C'est la première équipe qui accélère le rythme. Mais il aurait fallu avoir un coureur de plus, au moins dans le dernier kilomètre. Comme ce qu'a notamment la Jumbo ou la Bora dans le dernier kilomètre. Et là, il manque du monde. Donc forcément, il se retrouve en deuxième rideau, il se retrouve enfermé, et il peut pas faire un sprint de qualité aujourd'hui. C'est dommage, parce que au classement par points, je pense que ça va commencer à être difficile face à Sagan et Chimolai. J'ai pas vérifié l'écart, je sais pas si c'est affiché. Oui, parce que Viviani a 86 points, c'est-à-dire qu'il a déjà quasiment 50 points de retard sur Sagan. Il en a 80. Il en a 40 de retard sur Nizzolo, et retire 13, ça fait 27 de retard sur Chimolai, donc ça fait beaucoup. Il est décroché maintenant dans ce classement-là, c'est dommage. Lawrence Nason, rapidement, je comprends absolument pas la stratégie sur les sprints d'AG2R cette année. Pour moi, jusqu'à Fillière, Vandrame est en forme. Si on n'avait pas confiance en Vandrame, pourquoi on n'a pas emmené un Marc Sarro, qui est quand même sprinter dans cette équipe, ou un Clément Venturini? C'est un petit peu incompréhensible quand même du côté d'AG2R, parce que là aujourd'hui, Lawrence Nason, c'est pas un sprinter. Donc il ne sait pas frotter, et sur une arrivée comme celle-là, c'est compliqué. Il part avec j'ai regardé vraiment son sprint un petit peu attentivement, il part avec un temps de retard, Nason. Donc il part plus loin que Viviani. Donc ça peut pas le faire. Alors, heureusement, il se retrouve au milieu du peloton avec Viviani sur le côté gauche
de la route. Lui, il se retrouve au milieu de la route, donc il s'en sort un peu mieux, mais c'est quand même pas facile pour faire un sprint. Puis bonne nouvelle du côté des Français sur un état comme ça, aucun coureur n'est tombé. Ce qui est quand même une satisfaction parce que sur une journée de transition, on a vu hier, c'est toujours frustrant de tomber et ça peut avoir des conséquences sur votre 3e semaine. Donc heureusement, personne n'a été mis en danger aujourd'hui, ce qui n'est pas plus mal. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Pour commencer avec les coureurs au top, j'ai envie de dire enfin une victoire pour Giacomo Nizzolo sur le Giro. J'en parlais déjà hier avec Vendrame qui tournait autour depuis quelques temps, avait pas mal tourné autour l'année dernière sur une potentielle victoire ou un potentiel gros résultat sur le Giro. Nizzolo, ça fait depuis oui, ça fait depuis 7 ans. 7-8 ans qu'il tournait autour de son premier Giro premier gros résultat face à Buoni notamment. Ça avait jamais marché pour Nizzolo. Alors, soit battu par meilleur que lui, c'était le cas de Buoni, soit disqualifié, soit pas en très grande forme, soit pas dans la bonne équipe aussi. C'est vrai que Nizzolo a été chez Trek, quand vous regardez, et puis chez NTT Dimension Data. Sa dernière année chez Trek avait été assez compliquée en 2018. Puis voilà, il faisait plus de grandes courses à ce moment-là. Chez Dimension Data, ça avait été au début assez compliqué quand même sa première saison, où il avait eu un nombre de pépins mécaniques. Je me souviens sur le Giro 2019, je misais énormément sur lui sur le Giro 2019. Il avait un nombre de pépins mécaniques à chaque étape. C'était le premier Giro qu'on avait fait sur la chaîne. Et chez QBK, déjà l'année dernière chez NTT, chez QBK, chez NTT l'année dernière, on avait bien senti qu'il avait quand même franchi à cap. Et là chez QBK, c'est également le cas. Le sprint est très bien réalisé. Il y a Affini qui part de loin. Lui, il s'affole pas à ce moment-là. Il reste un peu dans les roues parce qu'il a plus de personnel. Oui, il fait son sprint en prenant l'aspi d'Affini notamment et l'aspi d'un autre coureur. Je crois, c'est pas Sagan. Si c'est pas Gaviria, il prend l'aspiration de Gaviria. Il dépasse Gaviria et Edoardo Affini. Ça a été une belle victoire pour Giacomo Nizzolo. Pourtant j'ai eu peur, encore une fois, comme je vous le dis, à 6 bornes de l'arrivée, je vois Campana devant, je me dis c'est quand même très tôt à 6 bornes de l'arrivée. Je me disais surtout c'est un parcours comme ça, il risque de se faire remonter. Et puis au final, il s'est bien débrouillé seul, Nizzolo. Parce que alors je pense qu'il y a Max Kanter était avec lui. Pas Max Kanter, Walscheid. Voilà, je confonds les deux Allemands. Et était avec lui. Et je pense qu'il a fait du bon travail Walscheid pour le garder bien placé aux avant-postes. Et puis après Nizzolo, quand il part, il est puissant. On l'avait vu ces derniers jours. Et puis surtout qu'il n'y a plus Caleb Ewan et Merlier. Donc derrière ces deux-là, il avait fait 3e lors de l'étape numéro 2. Donc on sentait qu'il avait quand même des bonnes jambes, Nizzolo. Il tournait autour. Et c'est enfin gagné pour le coureur italien. Je continue avec Edoardo Affini. Ça s'est pas joué à grand chose, mais il a eu du mal à finir pour le jeu de mots de merde. Edoardo Affini, c'était bien tenté. C'était bien tenté parce que Groenewegen. Alors, prononciation de Groenewegen. On a eu Groenewegen. Aujourd'hui, j'ai regardé la course. Hier, j'avais regardé la course avec Eurosport Allemagne. Aujourd'hui, je l'ai fait avec Eurosport Russia. On tente un petit peu d'exotisme. Ils le prononcent pas de la même manière encore. C'est Groenewegen. Ils font une coupure au milieu du nom. C'est assez surprenant la manière dont ils le prononcent. Qui a raison, qui a tort, on ne sait pas. Mais du côté d'Edoardo Affini, Groenewegen n'était pas très bien placé. Donc c'était pas mal joué de sa part. Il a fait un bon 500 mètres.
Il s'est écroulé dans les 200 derniers mètres, surtout que Nizzolo a été très très fort, était très intelligent, mais il s'est écroulé pas tant que ça, parce qu'il finit quand même deuxième. C'est un bon résultat pour Jumbo, c'est un bon résultat pour lui. Je crois qu'il peut se satisfaire de cette place d'honneur, et puis ça va peut-être lui donner des idées, parce qu'Affini, je crois pas me rappeler qu'il avait déjà tenté ça dans sa carrière, et ça va peut-être lui donner des idées sur d'autres étapes comme ça plates, de faire le coup du kilomètre, parce qu'il a une belle résistance, je pense, à l'acide lactique Affini. Parce que je l'ai déjà vu sur d'autres épreuves ou dans des bosses, il était très très bon. Donc là aujourd'hui, ça va peut-être lui donner. Vous savez, Cancellara, je pense que l'étape de Compiègne c'est en 2006. Je crois que c'est 2006, le Tour 2006, avec les pavés où il s'impose ce jour-là en faisant le kilomètre. Je pense que ça lui a débloqué un truc dans la tête, parce qu'après cette victoire d'étape, il a été beaucoup plus performant sur les courses classiques. Il a eu des stratégies beaucoup plus osées sur les courses classiques qu'il ne l'avait à ce moment-là. Et j'espère qu'Affini, ça fera la même chose, mais même si ça n'a pas gagné, c'était quand même pas mal. Les bonnets d'âne, je vais aller assez vite sur les bonnets d'âne aujourd'hui. Premier bonnet d'âne du jour, c'est Moschetti, 14e. Surprenant Moschetti, parce que aujourd'hui il y avait Cône de Corte et Mosca qui l'emmenaient, donc il y avait, j'ai l'impression, un mec en plus, mais encore une fois ça suffisait pas, il s'est fait remonter et je pense qu'il a perdu sa place dans le final. Encore une fois, Moschetti, le jour où il sera dans une équipe et où il aura un train complet, je pense qu'il pourra faire des malheurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Moschetti, chez Trek, on lui donne pas ça. On lui donne pas un train complet. Il mériterait d'être dans une équipe, pourquoi pas française. On sait que Total Direct Energy regarde le recrutement de Peter Sagan. Peter Sagan, ça coûte cher. Moschetti coûte peut-être moins cher. Je sais pas s'il a encore... je vais regarder tout de suite sur Pro Cycling Stats si Moschetti il a encore une année de contrat. Normalement, il doit continuer en 2022 encore chez Trek. Pour moi, il faudrait qu'il change d'équipe. Parce que l'année prochaine, donc, il aura 25-26 ans, parce qu'il est né en août. Ce sera peut-être le moment de changer d'air et d'avoir surtout un train à son service. Parce qu'aujourd'hui, c'est un bon sprinter, mais qui n'a pas un train à son service. Je continue avec le team UAE, qui, encore une fois, n'est toujours pas réglé au niveau de son train. Je pense que ça sera le cas jusqu'à l'arrivée de ce Giro. Il y a encore une étape peut-être pour les sprinters, je dirais, sur cette semaine numéro 2, c'est l'étape de dimanche. Et encore, il faudra que les sprinters le veuillent. Après le Monte Zocalan, peut-être que personne ne tentera le coup. Du côté du AE, c'était pas très bien en place. Alors Gaviria fait encore 5e, mais il est très mal emmené. Là encore, je comprends pas quand on voit Covey dans cette équipe, pourquoi on ne l'utilise pas mieux. Pourquoi on prend encore Molano et surtout Richezze. Molano, on a bien compris que lui, il va être calife à la place du calife, et Richezze, c'est vrai que, en le regardant, il est un peu vieilli, quoi. Mais là, aujourd'hui, dans le train final, il n'y a pas Covey, c'est quand même assez incroyable. Et puis, je termine avec Groenewegen. Compliqué aujourd'hui 10e, je pense qu'il lui a manqué, c'est le placement. Il n'était pas très bien placé, et je pense que c'est parce que le sprint était un petit peu houleux. Et je sais plus si on en avait parlé ensemble dans Départ fictif avant le Giro. Je sais plus si où j'avais peut-être rebondi là-dessus ou parlé de ça. J'avais parlé de... Peut-être qu'on m'avait demandé les favoris pour le sprint et j'en avais parlé. Mais c'est vrai que Groenewegen, il a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il a fait tomber quelqu'un, Jacobsen. Et je pense que mentalement, il n'est pas encore entièrement remis parce que là, sur un sprint comme ça, normalement, c'était le type de sprint qu'il adorait, un peu comme Ackermann aussi, des sprints très rectilignes où ça bagarre un petit peu, où ça cravache, où il faut mettre un petit peu les coudes. Et aujourd'hui, un peu comme Viviani s'est fait manger, et le fait que Affini tente aux 500 mètres, c'est aussi parce que Groenewegen était très loin quand il est parti aux 700 mètres Affini. Et donc, du côté de Groenewegen, je pense qu'il y aura de la frustration, parce qu'aujourd'hui, c'était quand même une étape
où le parcours, normalement, devait lui permettre d'être devant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Demain, montez au Colan, présentation de l'étape à 7h30, j'ai déjà enregistré. Il y aura le débrief demain soir. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire, peut-être plus de choses à dire qu'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao.